Bonsoir à tous, je m'appelle Thibaut Dabry, je suis praticien dans le service de cardiologie du Dr Jouve à l'hôpital d'Aix. Je vais vous parler d'un sujet passionnant, l'embolie pulmonaire, et vous allez voir un petit peu à quelle vitesse progresse notre spécialité, notamment cardiologie interventionnelle. Alors ma présentation est inspirée de notre Bible en cardiologie, la Société européenne de cardiologie, et des dernières recommandations sur l'embolie pulmonaire qui sont parues en 2019. Alors deux mots d'épidémiologie. Pourquoi l'embolie pulmonaire nous intéresse? Tout simplement parce que dans tous les pays développés, l'incidence augmente de cette pathologie. C'est une pathologie qui concerne toutes les spécialités, notamment la chirurgie aussi en post-opératoire. Et donc, vous allez voir que de nouvelles thérapeutiques sont intéressantes. Alors deux mots de diagnostic. Comme vous le savez, c'est un diagnostic très difficile parce qu'il n'existe aucun signe clinique spécifique de cette pathologie. Les deux signes les plus fréquents étant la dyspnée et la douleur thoracique, mais tout un cocktail de symptômes peut aussi cacher ce diagnostic. Et donc, pour l'évoquer, ce diagnostic, il s'agit d'une stratégie basée sur la probabilité diagnostique. Et donc, cette probabilité diagnostique, elle est évaluée par les scores de Genève et de Wells, que je n'ai pas détaillés, néanmoins qui vont aboutir sur une probabilité soit intermédiaire, soit faible, soit forte. En cas de probabilité intermédiaire ou faible, on dosera dans un premier temps les dédimères qui ont une excellente valeur prédictive négative, donc en cas de négativité, qui permettent d'éliminer assez facilement le diagnostic. En revanche, en cas de probabilité clinique élevée, on passera d'emblée par le gold standard qui est l'angioscanner pulmonaire. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Une fois le diagnostic posé, la gravité de l'embolie pulmonaire doit être appréciée. Et donc pour apprécier cette gravité, on a cet algorithme qui a l'air un petit peu compliqué et qui est dans une langue un peu étrangère pour nous. Première chose à évaluer, c'est l'instabilité hémodynamique du patient. Est-ce que le patient est stable sur le plan hémodynamique ou pas? En cas d'instabilité hémodynamique, le patient est d'emblée dans une catégorie de haut risque. Et chez ces patients-là, il faudra les prendre en charge très rapidement en soins intensifs ou en réanimation et leur proposer une stratégie de reperfusion très rapide. Si le patient n'est pas instable sur le plan hémodynamique, ce qu'il faudra regarder, c'est s'il existe une dysfonction VD, soit sur le scanner, soit sur l'échographie cardiaque transthoracique qu'on réalisera assez rapidement, et s'il existe des signes cliniques de gravité de cette embolie pulmonaire. Ces signes cliniques de gravité d'embolie pulmonaire sont évalués par le score PESI, on va y revenir, et surtout le score SPESI qui est bien plus simple et bien plus utilisable au quotidien, qui prend en compte l'âge du patient, la présence ou non d'un cancer, la présence d'une insuffisance cardiaque chronique, la présence d'une tachycardie. En fait, ce score, s'il est égal à 0, c'est un score pronostique qui évalue la mortalité à 30 jours. Elle sera à peu près de 1%, alors que dès que le score SPESI est supérieur ou égal à 1, la mortalité passe tout de suite à 10% à un mois. Et donc, forcément, chez ces patients-là, on sera plus agressif sur une hospitalisation et éventuellement sur une thérapeutique. Donc, chez ces patients-là, une fois évalué le score de gravité par SPESI et l'évaluation d'une dysfonction VD, on catégorisera le patient soit en catégorie faible s'il n'y a pas de dysfonction VD ou si le score de SPESI est égal à 0, ou si un des deux critères est présent, à savoir des signes cliniques de gravité ou une dysfonction VD sur le scanner ou l'échographie, le patient sera en catégorie intermédiaire. Si le patient est en catégorie de risque intermédiaire, il faudra doser la troponine, qui est le marqueur en fait de souffrance myocardique du ventricule droit. Si ce marqueur est élevé, le patient est considéré en catégorie intermédiaire haute, donc ce patient-là devrait être surveillé en soins intensifs, scopé. Il faudra une thérapeutique d'emblée invasive et d'emblée agressive, alors que si la troponine est négative, c'est qu'il n'y a pas de souffrance myocardique liée à cette embolie pulmonaire, et donc le patient, en fait, il faudra l'hospitaliser, mais on pourra l'hospitaliser dans un service conventionnel de cardiologie sans nécessité d'être scopé. Si l'embolie pulmonaire est à risque faible, c'est-à-dire que le score SPESI est à 0 et qu'il n'y a pas de dysfonction ventriculaire droite sur le scanner ou sur l'échographie transthoracique réalisée, ces patients-là, quand ils sont cortiqués, qui ont possibilité d'avoir accès, de revoir un médecin traitant rapidement, de leur réaliser un Doppler veineux rapidement, ces patients-là, et ça c'est une nouveauté, on peut les traiter en ambulatoire. Pas forcément nécessité d'hospitalisation. Alors on va passer à la troisième partie, qui est le traitement de l'embolie pulmonaire à la phase aiguë. Et donc ce traitement il s'articule en trois parties. La première partie, c'est la stabilisation hémodynamique chez les patients forcément instables. Et ça, c'est des considérations de réanimateurs ou de soins intensifs de cardiologie. Il faudra
remplir les patients prudemment, éventuellement les mettre sous amine vasoactive et aller jusqu'à l'assistance cardiaque en cas de détérioration chez des patients jeunes qui peuvent avoir un espoir de récupération. La deuxième phase, comme vous le savez tous, c'est l'anticoagulation curative. Alors pour les embolies pulmonaires à risque faible ou à risque intermédiaire bas, chez ces patients-là, on peut d'emblée les mettre sous anticoagulation orale, avec une préférence pour les nouveaux anticoagulants oraux, apixaban, rivaroxaban, plutôt que les antivitamines K. Chez les patients, en revanche, qui ont une embolie pulmonaire à risque intermédiaire haute ou à haut risque, chez ces patients-là, il faudra passer par la case héparine IVSE, HNF, héparine non fractionnée, qui sera beaucoup plus malléable et qui nous permettra d'arrêter beaucoup plus facilement avec une durée de vie qui est beaucoup plus courte et donc un traitement qui est beaucoup plus facile à manipuler. Ensuite, et c'est là l'importance de ce topo-là, et c'est maintenant qu'on va parler d'innovation en cardiologie interventionnelle, il y a ce paragraphe qui est extrêmement important, qui est apparu dans les dernières recommandations, c'est la notion de reperfusion-thérapie. C'est-à-dire, comme dans un infarctus, en fait, on a les artères coronaires qui sont occluses, mais dans l'embolie pulmonaire, c'est la même chose, c'est les artères pulmonaires qui sont occluses. L'objectif va être de recanaliser ces artères pulmonaires pour diminuer en fait la souffrance et le travail du ventricule droit et donc avoir des séquelles au long terme qui sont beaucoup moins importantes. Donc cette reperfusion thérapie, à qui elle s'adresse? C'est pas vraiment très clair dans les recommandations. Vous avez vu, il y a 4 catégories de risques: faible risque, intermédiaire bas, intermédiaire haut et haut risque. En fait, dans les recommandations, ils se mouillent pas. Ils disent simplement que ça s'adresse aux patients qui vont se détériorer sur le plan hémodynamique. Donc on comprend qu'il s'agit des patients les plus graves, des patients à risque intermédiaire haut, des patients à haut risque. Néanmoins, il n'y a pas de spécification sur la gravité exacte, simplement cette notion pour montrer qu'il faut être assez agressif en fait avec cette stratégie-là de reperfusion chez des patients qui sont à risque de dégradation hémodynamique. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que chez les patients à haut risque, donc les embolies pulmonaires, chez les patients instables sur le plan hémodynamique, le traitement de référence, ça sera la thrombolyse systémique, et ça ne change pas, c'est ce qui fonctionne, et il faut la faire de toute urgence. Alors l'embolie pulmonaire reste un challenge important aux soins intensifs cardiologiques pour la raison que je vous ai donnée. C'est vrai que chez les embolies pulmonaires à haut risque, il n'y a pas de discussion. Il faut les thromboliser rapidement par voie systémique, ça marche, même si le risque hémorragique est important, il faut prendre ce risque-là. Néanmoins, chez ces patients-là, on a des patients de plus en plus âgés qui font des embolies pulmonaires, des patients avec des comorbidités, des patients à très haut risque hémorragique, des embolies pulmonaires à risque intermédiaire haut dont on sait qu'elles ont une mortalité importante, je vous l'ai montré tout à l'heure, 11% de mortalité quand il y a des signes de gravité à 1 mois. Chez ces patients-là, et chez des patients qui ont parfois des contre-indications à la thrombolyse systémique, les patients qui ont des antécédents d'AVC, ischémique récent, etc., qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Est-ce qu'on fera simplement une anticoagulation seule dont on sait que ça met beaucoup de temps à être efficace et dont on sait que voilà, les séjours vont être prolongés aux soins intensifs avec des séquelles derrière, des cœurs pulmonaires chroniques qui seront importants? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer chez ces patients? Eh bien, on peut leur proposer une thrombolyse percutanée parce que, aussi par cette étude, l'étude PETO, qui était sortie en 2014 dans le New England Journal of Medicine, on s'était dit, chez ces patients-là qui ont des embolies pulmonaires à risque intermédiaire haute, non pas au risque, on sait qu'ils sont à risque de dégradation, pourquoi pas tenter la thrombolyse systémique? Et en fait, on voit que ça marche, qu'il y a une diminution des décompensations hémodynamiques par rapport à un traitement par héparine seule. Simplement, chez ces patients qui ont une embolie pulmonaire à risque intermédiaire haute, il y a un risque hémorragique lié à la thrombolyse systémique qui est très important, avec une augmentation du risque d'AVC hémorragique. Vous le voyez, 2,4% dans le groupe thrombolyse versus 0,2% dans le groupe placebo. Un risque très important également de saignement extracrânial majeur. Donc actuellement, la thrombolyse systémique n'est pas recommandée en routine chez les patients qui font des embolies pulmonaires à risque intermédiaire haute. Donc voilà, vous allez vous dire, ouais, il est sympa, et il nous dit il faut reperfuser les artères pulmonaires, voilà, il faut thromboliser, il faut utiliser des médicaments qui font saigner. Simplement, dans les embolies pulmonaires à risque intermédiaire haut, il y a plus de saignement intracrânien. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer chez ces patients? Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est une thrombolyse in situ, en fait, directement dans le laboratoire de cardiologie interventionnelle, d'aller au plus près du thrombus pour délivrer une dose de thrombolytique qui est moins importante et donc proposer chez ces patients-là une technique de thrombolyse directement au contact du thrombus. Alors comment ça fonctionne?
C'est par abord naturel, par voie percutanée, on passe par voie veineuse fémorale, on monte des cathéters donc jusqu'au ventricule droit, jusqu'aux artères pulmonaires, et on va en fait placer ces cathéters de thrombolyse in situ qui s'appelle le système ECOS. C'est un double qui fonctionne par un double mécanisme. D'une part, des ultrasons qui vont permettre de liser dans un premier temps le thrombus directement à son contact, et grâce à une action de thrombolytique directement au contact, délivrer le même thrombolytique qu'on utilise par voie systémique, sauf qu'on l'utilisera à une dose 4 fois inférieure à la dose délivrée par thrombolyse systémique. Donc on voit sur cette étude qui est parue dans Circulation en 2014 que l'utilisation d'HNF plus ce système de thrombolyse in situ permet en fait très rapidement, au bout de 24 heures, de retrouver un ventricule droit non dilaté. Là on voit une diminution très, très significative du rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui s'améliore très rapidement par rapport au traitement par héparine seule. Vous voyez la courbe en bas à gauche, très significative sur la diminution du rapport VD-VG, qui est un critère très dur et pour nous très important pour la suite, pour le développement de séquelles et le développement notamment de cœur pulmonaire chronique et de symptômes type dyspnée au long cours. Ça, c'est quelque chose de très important, de réduire ce rapport VD-VG. Et on voit aussi, par rapport aux complications hémorragiques, en diminuant par 4 la dose de thrombolytique délivrée, qu'on a autant de complications hémorragiques en fait, qu'un traitement par héparine non fractionnée seul. Donc vous avez un exemple ici, vous voyez une artère pulmonaire gauche très dilatée. On voit aussi le tronc de l'artère pulmonaire qui est dilaté avec ces aspects de défects endoluminaux radioclaires, voilà, des thrombis partout en fait dans une artère pulmonaire gauche. Et vous voyez ici le système qui est déposé donc par voie naturelle, par voie percutanée, par voie veineuse fémorale, qu'on laisse généralement aux soins intensifs pendant 12 heures en bilatéral, surtout quand les thrombis sont très proximaux. Et on voit en fait ici la position des cathéters qu'on laisse en place pendant 12 heures, le temps que le thrombolytique soit délivré de manière très progressive. Alors 2 mots sur le traitement à la phase chronique et la prévention des récurrences. S'il y a une durée à retenir, c'est la durée de 3 mois de traitement dans l'embolie pulmonaire pour tout le monde. Ensuite, à évaluer au cas par cas, c'est sûr que quand on a une embolie pulmonaire provoquée en post-opératoire, par exemple, ou autre, la durée sera généralement de 3 mois quand on a un facteur déclenchant. En revanche, chez les patients qui ont des embolies pulmonaires non provoquées, on sera volontiers tenté de les anticoaguler plus longtemps, 6 mois, voire plus, quand le risque hémorragique est plus faible que le risque de risque de récurrence, quand le risque hémorragique est faible. Donc retenez la durée de 3 mois et plus si l'embolie pulmonaire est non provoquée. 2 mots aussi dans la néoplasie, parce qu'on a eu une très belle présentation tout à l'heure sur ce sujet. La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux anticoagulants oraux directs peuvent être recommandés maintenant dans le traitement du cancer en dehors des localisations gastro-intestinales, qui sera beaucoup plus confortable pour les patients qui étaient jusqu'à présent sous HBPM par voie sous-cutanée, ce qui était parfois difficile à tolérer pour les patients. Maintenant, on a possibilité de donner des traitements PEROS qui sont efficaces en dehors, encore une fois, des localisations gastro-intestinales à risque de saignement. Alors, encore quelques messages, les messages principaux même, je dirais. Donc, il s'agit d'une prise en charge multidisciplinaire pour réaliser ce système, cette innovation thérapeutique. On a besoin des pneumologues, on a besoin des réanimateurs, on a besoin de la disponibilité aussi de la salle de cardiologie interventionnelle. Sachez qu'on est disponible, nous, 24 heures sur 24 pour éventuellement prendre en charge ce type de patients. Voilà, on a des patients de plus en plus âgés qui ont des comorbidités, qui ont des contre-indications à la thrombolyse systémique, mais aussi des patients assez jeunes finalement, qui ont des embolies pulmonaires un peu limites, à risque intermédiaire haute, avec beaucoup d'oxygène, et chez qui on veut être agressif d'emblée sur la reperfusion thérapie, et qui seraient tout à fait éligibles à ce dispositif de thrombolyse in situ. Merci. Merci Thibaut. Donc il ne me reste plus qu'à remercier toutes les personnes qui ont accepté notre invitation, remercier les intervenants, remercier le comité d'organisation et puis tous les sponsors. Et puis pour vous dire que le repas n'attend pas, il est 20h30 et c'est marqué sur le programme 20h30. Donc vous voyez, même dans le respect des horaires. Bravo à vous tous.
et à bientôt.